Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je voulais juste confirmer que vous m'entendez bien. Vous pouvez me l'indiquer sur le chat qui est à votre disposition à droite de votre écran. Je ne sais pas si tout va bien. Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça marche. Bon, vous pouvez utiliser ce chat pour indiquer si vous avez des problèmes techniques. Sur le volet questions, vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Vous recevrez les replays et un lien pour télécharger la présentation après le webinaire aussi. Bon, je me présente, je suis Bruna Célan-Trevelin, je suis juriste à l'APP, l'Agence pour la protection des programmes. L'APP est une association dotée de 40 ans d'expérience. Nous sommes l'organisme de référence en matière de protection numérique pour les entreprises, les institutions et les particuliers en France et à l'international. Nos missions sont d'informer et de protéger nos membres dans la gestion de la propriété intellectuelle de leur création numérique, comme les logiciels, bases de données, sites web, etc. La technologie est omniprésente aujourd'hui et l'identification et la gestion de risques technologiques sont devenues une préoccupation essentielle pour les entreprises et les investisseurs. Par risque technologique, nous entendons toute défaillance technologique susceptible de perturber une entreprise, vulnérabilité de logiciels ou faiblesse de l'infrastructure informatique qui entraîne un risque accru de cyberattaques, de violations de données, de litiges de propriété intellectuelle, etc. Il suffit de se référer à quelques statistiques récentes pour comprendre le niveau de menaces auxquelles les entreprises sont confrontées. D'après les baromètres de la cybersécurité en entreprise CESA 2022, plus d'une entreprise française sur deux a vécu au moins une cyberattaque au cours de l'année 2021. Les développeurs ont de plus en plus recours à l'utilisation des codes en open source, ce qui a augmenté de 50% le nombre de vulnérabilités open source signalées en un an, selon le rapport annuel 2020 de White Source. Dans une enquête menée par Thales auprès d'organisations du monde entier, 3 personnes sur 5 ont déclaré avoir été confrontées à un problème de violation des données à un moment donné de leur histoire, la moitié d'entre elles l'ayant été au cours de l'année écoulée. En raison de ces menaces croissantes, les entreprises sont soumises à une pression de plus en plus forte pour les maîtriser. Sans une gestion appropriée et efficace, chacune de ces menaces peut se réaliser et entraîner des risques financiers, réputationnels et réglementaires. Ceci suscite de nombreuses questions de la part des entreprises qui veulent maîtriser ces risques. Mais par où commencer? Quels aspects doivent faire l'objet d'un audit? Et combien cela va coûter? Pour démarrer, pour commencer à bâtir sa politique de gestion de risque, il existe des solutions simples qui donnent un état des lieux de la gestion du risque technologique et permettent de comprendre comment l'identifier et comment le gérer efficacement. Aujourd'hui, je suis rejointe par Madame Marine Iboha, directrice de marketing de Voltina, un tiers de confiance européen spécialisé dans l'audit des actifs numériques, qui a l'amabilité de partager avec nous 5 des scénarios les plus courants auxquels les clients de Voltina sont confrontés lorsqu'il s'agit de gérer les risques technologiques au sein de leur entreprise. Marine, bienvenue et merci. Bonjour Bruna, est-ce que vous m'entendez? Oui. Comme Oui, j'ai pas testé. Oui, ok, super. je pense que oui. Merci beaucoup Bruna et à l'APP de m'accueillir sur ce webinaire. Donc brièvement, pour rebondir sur ce que disait Bruna, Voltinum, c'est effectivement un tiers de confiance européen. On est établi depuis 45 ans et notre spécialité aujourd'hui, c'est de gérer, d'auditer, gérer et auditer les actifs numériques pour le compte d'investisseurs, pour le compte de start-up, d'éditeurs de logiciels ou de leurs clients qu'on a l'habitude de regrouper sous un peu l'idée d'innovateurs du digital. Donc pour animer ce webinaire et puis pour discuter un peu de la manière dont on peut gérer ce risque technologique, il nous a semblé intéressant de vous parler de 5 cas réels que l'on rencontre fréquemment, nous, au sein de nos bassins de clients, en espérant que l'exposition de ces cas pourra vous aider, vous aussi, à trouver des solutions à vos propres requêtes. Donc, je ne vais pas donner le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire parce que Bruna l'a déjà développé. Mais effectivement, on voit que dans l'ensemble, il y a une tendance forte auprès de nos clients à être de plus en plus préoccupés par toutes les menaces de sécurité qui pèsent sur leur structure, une sorte d'épée de Damoclès qui contraint les entreprises à trouver des solutions pour maîtriser le risque autant que faire se peut, et je développerai ce autant que faire se peut dans les points suivants. Alors, le premier cas que je voudrais partager avec vous, je vais faire évoluer
Voilà. C'est le cas d'un avocat qui est spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'auditoire, vous êtes un certain nombre à vous sentir concernés. Cet avocat qui est amené à faire des audits de propriété intellectuelle et qui a une volonté d'essayer d'automatiser autant que possible sa collecte d'informations. Petit cas d'école, enfin c'est pas un cas d'école, mais une petite illustration de l'importance de la propriété intellectuelle aujourd'hui dans la valorisation d'une entreprise. C'est Richard Thoman, donc on est au début des années 2000, nouvellement PDG de Rank Xerox, qui arrive avec en tête une stratégie de développement de l'entreprise assez peu commune pour l'époque, puisqu'il dit « Moi, je vais me concentrer essentiellement sur la propriété intellectuelle parce que je suis convaincu que la création de valeur viendra de la gestion de ma propriété intellectuelle. » Pour lui, il considère que en fait, toute entreprise qui va savoir gérer ses actifs de propriété intellectuelle de façon maligne va croître. Toutes celles qui ne le feront pas vont décliner. Pour lui donner raison, en fait, si on regarde ce qui s'est passé du côté de Xerox, en fait, en 10 ans, ils ont vu leurs revenus liés aux licences liées à la propriété intellectuelle passer de 30 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Donc voilà, on met des chiffres derrière, mais c'est une bonne illustration de la valorisation et de l'importance aujourd'hui de l'actif de propriété intellectuelle dans la valorisation d'une structure. Donc chez Voltinum, nous, on travaille en partenariat avec des avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Vous le savez, donc la mission, c'est d'accompagner les clients dans la gestion de leur propriété intellectuelle et aussi nos clients, dans ce cas-là, nos partenaires sont amenés à accompagner des investisseurs ou des clients directs dans la réalisation d'un audit de propriété intellectuelle, souvent dans un contexte de rachat ou de vente d'un actif. Donc un audit de propriété intellectuelle, de manière assez schématique, va comporter 3 phases. Une première phase d'identification des actifs, une deuxième phase d'identification de la titularité des titulaires de ces droits, et puis ensuite, ces 2 phases-là vont permettre à l'avocat et puis aux autres parties prenantes de donner et d'estimer la valeur de l'actif. Ça, c'est pas forcément quelque chose sur lequel va intervenir Voltinum directement. Donc l'identification, on entend par identification finalement la cartographie un peu de base de tous les éléments de propriété intellectuelle qui sont au sein de l'entreprise. Donc, c'est une étape qui nécessite de fouiller, d'aller au contact des équipes juridiques en place pour essayer de comprendre ce que possède l'entreprise. C'est surtout la base du travail d'audit, puisque une fois que cette cartographie est établie, on va pouvoir aller passer à la seconde étape qui est en fait assez essentielle dans un audit et qui consiste principalement à valider ou comprendre qui sont les titulaires de tous les actifs qui ont pu être mis à jour au cours de l'exercice de cartographie. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise est propriétaire de tous ces actifs? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'actifs qu'elle exploite sous licence? Si oui, est-ce que les contrats de licence ont bien été mis en place? Est-ce qu'ils sont suffisamment explicites pour éviter toute controverse? Et est-ce que tout ceci est bien répertorié? Des échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Ce qu'on comprend, c'est que cette étape-là, elle est fastidieuse. Elle est fastidieuse parce qu'il y a les choses assez évidentes. Vous avez déposé une marque, vous avez un certificat qui montre que cette marque vous appartient. C'est la même chose pour les brevets. Il y a une procédure d'enregistrement qui fait qu'à la fin, vous avez quelque chose qui certifie la possession de ce droit-là. En revanche, ça peut être là où c'est compliqué, c'est pour tout ce qui est moins évident. Donc, par exemple, je ne vais pas lister tout ce que ça peut concerner, mais nous, chez Voltinum, on travaille beaucoup avec des éditeurs de logiciels. Donc, un logiciel qui est développé par un prestataire de service pour le compte d'un client, en fait, appartient à l'éditeur de logiciel, au développeur. Donc, il est important, si ce client l'a acheté pour son propre bénéfice ou dans un objectif commercial et qu'il veut en être le propriétaire, de s'assurer qu'il y a dans le contrat commercial une clause qui stipule que les droits ont été transférés du développeur au propriétaire de ce contrat-là, en tout cas au demandeur. Donc, c'est pas toujours évident et de ce qu'on a, des échanges qu'on a pu avoir avec nos avocats, il s'avère que parfois, c'est assez compliqué d'aller creuser et identifier tous ces risques potentiels liés à la titularité des droits. L'autre cas d'école, on va dire, qui pose pas mal de problèmes, c'est tout ce qui est identification des briques en open source.
C'est compliqué parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à identifier. Il faut aller mener des entretiens avec les équipes de dev, avec les CTO. Et il faut que l'entreprise qui développe du logiciel ait elle-même mis en place un process qui permet de les répertorier et d'en analyser le risque. Donc, en fait, cette phase-là, c'est vraiment un travail de titan pour qui est en train de mener un audit de propriété intellectuelle. Et c'est en fait dans le but d'apporter une solution et de faciliter à la fois ce travail de cartographie et puis ce travail d'identification des droits que nous, on travaille en partenariat avec les avocats spécialisés en propriété intellectuelle pour leur apporter une solution qui va leur permettre d'aller plus loin. Alors oui, de gagner un peu de temps, mais surtout d'aller plus loin et d'être plus exhaustif dans l'analyse des risques liés aux licences tierces. Donc, on a une solution à la carte dans laquelle nos partenaires vont prendre tout ou partie des solutions un peu en fonction de ce qu'ils savent faire, de leurs compétences, notamment en termes de droit du logiciel et droit de la technologie et leur capacité, le temps qu'ils ont en fait pour délivrer l'audit. Donc, dans cette solution à la carte, on a 3 sous-parties. Une première, ce sont des questionnaires, on appelle questionnaires auto-évalués. C'est des questionnaires, en fait, où on va demander à l'entreprise auditée de répondre à un certain nombre de questions qui vont aller regarder, poser des questions sur la manière dont est gérée, donc un peu la gouvernance propriété intellectuelle au sein de l'entreprise, d'aller répondre oui ou non à tous les éléments de propriété intellectuelle. Est-ce que vous en avez, oui, non? Est-ce que vous avez des droits, des licences, etc. Ce qui va permettre de préparer le terrain de la cartographie pour l'avocat qui travaille sur cet audit. On propose également un scan automatique du code source. Donc, dans le cadre d'un audit d'un asset numérique comme un logiciel, en fait, on a un outil qui va permettre d'aller identifier toutes les briques open source qui sont utilisées et d'identifier le niveau de risque qu'elles peuvent présenter. Et puis, si l'avocat en ressent le besoin, on travaille aussi, on peut aussi proposer un conseil d'experts sur le décryptage des résultats d'un audit de scan pour justement comprendre ce qu'il faut où sont les zones de risque et derrière impacter potentiellement la valorisation de l'entreprise qui est auditée. Et Marine, si vous pouvez revenir brièvement sur la problématique des open source, s'il vous plaît. Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas la traiter en profondeur, si j'ai bien compris de notre discussion, Bruna. Je crois qu'il y a un webinaire qui est prévu là-dessus fin de l'année, novembre. C'est ça, ouais. Oui, c'est okay, vrai. Qui va traiter plus en détail des open source. Mais pour ceux qui peut-être se posent des questions, parce que je sais que c'est un sujet pour toute entreprise, soit qui investit, soit qui même développe et utilise de l'open source, en fait, il y a des vrais litiges potentiels en termes de propriété intellectuelle qui peuvent être liés aux open source. Donc, si je simplifie un peu l'histoire, aujourd'hui, il y a assez peu de logiciels qui partent d'une feuille blanche. Donc, c'est soit des bouts de logiciels. Un logiciel va être composé de plusieurs morceaux de logiciels, soit dont on est propriétaire, soit qu'on va aller emprunter. Notamment, on peut aller emprunter ou prendre des briques de logiciels open source. Donc, c'est du logiciel. En France, on a tendance à dire logiciel libre, mais en fait, il est libre d'accès, mais il n'est pas gratuit. Et c'est cette nuance-là, en fait, dans laquelle se trouve cette zone de risque. Donc, ces logiciels-là, ces briques de logiciels sont intégrées au développement de logiciels d'un éditeur de logiciels, par exemple. Et ça pose un certain nombre de défis à l'entreprise, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle et de droits de licence. Donc, il faut notamment être très attentif aux licences qu'on appelle avec copyleft for, c'est-à-dire celles qui comportent le plus gros niveau de risque parce qu'elles ne sont pas permissives. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc, ces briques logicielles, quand vous l'utilisez en fait, de fait, par votre utilisation, vous souscrivez aux conditions d'utilisation de la licence qui régit ce bout de logiciel que vous empruntez. Donc, quand vous êtes dans une licence à copyleft for, ça veut dire que le logiciel que vous allez intégrer à votre logiciel, l'intégralité du logiciel va devoir répondre aux mêmes conditions d'utilisation que la licence à laquelle vous avez emprunté cette brique de logiciel. En d'autres termes, si je prends un exemple, vous développez un logiciel avec le but de le commercialiser. Si vous avez emprunté dans votre développement à vous un bout de logiciel en open source qui provient d'une licence à copyleft for, vous allez devoir en fait
potentiellement rendre l'intégralité de votre code source. Donc, vous avez investi, il y a des développeurs, il y a eu des mois de travail là-dessus. Pouf, vous allez devoir le remettre dans le bassin de la communauté. Donc, c'est un problème si vous avez comme intention de le commercialiser ou de le distribuer sous une forme ou une autre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que vous avez le choix soit de le donner à la communauté, soit de payer une licence au titulaire de droit sur cette brique en open source. Donc, c'est pas limitant en termes, on va dire, de commercialisation. En revanche, si cette licence n'est pas payée, vous vous exposez à des risques, notamment dans des cas de fusion-acquisition où c'est un peu un élément déclencheur pour le propriétaire d'une de ces licences de dire tiens, c'est bizarre, il y a eu une fusion-acquisition, je vais aller voir de plus près ce qui se passe avec l'entreprise qui a été rachetée. Il y a des cas comme ça réels où, en fait, lors d'une fusion, il s'est avéré que l'entreprise qui a été rachetée n'avait pas justement payé ses droits de licence et l'entreprise qui a acheté, donc c'est vraiment l'investisseur, s'est retrouvée à devoir régler ses frais antidatés parce qu'il y avait 10 ans d'arriérés qui n'avaient pas été payés. Ce risque-là n'avait pas été identifié, il n'y avait pas eu de scan du code source, mais vous voyez que ça peut avoir un impact très très fort sur la valeur de l'actif que vous achetez. Effectivement, c'est un gros sujet, ça. Mais je pense que voilà, l'APP le développera, j'imagine, un peu plus en détail. Oui, c'est en novembre. Vous allez recevoir un email sur ça prochainement, je pense. Mais après, on passe au deuxième cas, je ne sais pas, déjà. Oui, pardon, du coup, j'ai oublié de passer mes slides. Excusez-moi. Alors, on a parlé de l'avocat. En fait, ce que j'ai mis sur les slides, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est des illustrations qui viennent qui vous montrent un peu comment, dans le cas de Voltinum et de notre outil d'audit pays, en fait, on illustre et on met en image ces risques rapidement pour conclure. Là, on parlait des open source. Vous voyez, ces petits schémas-là, en fait, vont lister toutes les open source qui sont utilisées et puis les niveaux de risque associés, chargent ensuite à l'avocat avec ou non un accompagnement de Voltinum d'aller estimer dans le contexte de l'entreprise la réalité de ce risque-là. Donc, mon cas numéro 2, c'est aussi un cas, on va dire, d'usage courant des solutions Voltinum. C'est un private equity qui envisage d'investir dans une entreprise technologique. Donc là, c'est basé sur un cas particulier d'une private equity qui investissait dans une start-up tech B2B. Je crois que c'était dans la fintech. Donc, ce private equity nous a contactés. Ils avaient comme objectif et comme volonté de renforcer leur processus de due diligence, donc d'audit qu'on fait lors d'une fusion-acquisition, d'une acquisition plus simplement pour un private equity. Donc, voulaient renforcer et améliorer un peu leur processus d'audit habituel en allant regarder ce qui se passait du côté de la technologie pour évaluer les risques et les vulnérabilités potentielles associées à ce logiciel. Ils n'avaient pas les ressources en interne, ce n'est pas une grosse structure, donc ils ont été obligés d'aller chercher un prestataire qui pouvait les aider à répondre à ces questions-là. Donc, on est sur des questions de comment est-ce que j'évalue la qualité du logiciel, quelles sont les vulnérabilités critiques, et surtout, est-ce que ce logiciel que j'achète aujourd'hui, qui semble bien fonctionner, est-ce qu'il va encore bien fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans? Je me permets juste une toute petite digression, parce qu'on voit pas mal de choses qui bougent aujourd'hui sur le marché des investissements privés et du private equity. Mais en fait, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une tendance croissante depuis maintenant quelques années, que la crise du Covid-19 n'a même pas infléchi, à des investissements sur tout ce qui est technologique. Donc, la tech aujourd'hui, malgré le léger ralentissement qu'on a pu voir sur les investissements au début de l'année 2022, la tech a vraiment le vent en poupe. Quelques chiffres qui viennent illustrer ce propos. Alors ça, c'est des chiffres de 2021, mais on avait 30% des transactions M&A qui concernaient des éléments technologiques. Et parmi ces 30%, les transactions liées à du logiciel pur ont représenté environ 90% de la valeur de transactions totales des investissements faits sur la technologie. Donc, ça vous donne une idée de l'importance aujourd'hui des investissements dans la tech et du coup, d'une prise de conscience des investisseurs du fait que, associé à la tech, il y a quand même des vulnérabilités et que c'est pas toujours simple d'aller voir exactement ce qui se passe. Donc, l'approche qu'on a, nous, ce qu'on a proposé à notre private equity, c'est vraiment une sorte d'IRM, d'aller scanner la tech comme une IRM pour les aider à y voir plus clair, à identifier les risques qu'ils prenaient. Justement, je voulais demander, c'est quoi un IRM tech?
Alors, IRM, j'aime bien utiliser cette analogie parce qu'elle parle en général à tout le monde. Mais bien sûr, ça reste une analogie. Ça permet d'expliquer ce qu'on fait. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller scanner tous les composants de la technologie. Donc, dans le cadre de notre private equity, ce qu'ils voulaient, c'était scanner le logiciel. Et donc, quand on dit logiciel, dans ce cas-là, on scanne surtout le code source pour en identifier les vulnérabilités de cybersécurité. C'est ce que je disais. Alors, on leur a proposé de regarder aussi tout ce qui était lié aux open source. Et puis, l'évolutivité du logiciel, c'est-à-dire est-ce qu'il est scalable, est-ce qu'il va pouvoir absorber une augmentation de clients sans cracher, sans remettre en question la performance du logiciel tel qu'il est conçu à ce jour. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a l'analogie médicale, elle est pas si fausse? C'est parce que non seulement donc on va proposer un scan, mais en fait on va aussi faire intervenir un expert qui va d'une part décrypter, parce que le scanner propose, enfin en tout cas produit un rapport qui est un peu technique. Donc il va décrypter ces éléments techniques pour le private equity qui n'est pas forcément technique. On a certains clients qui maîtrisent le sujet, d'autres qui le maîtrisent moins. Mais aussi un peu comme un médecin qui après en voyant votre IRM va vous dire bah là il y a un petit souci, il y a un bout d'os qui est coincé mais c'est pas grave. En revanche là il y a quelque chose qui est un peu plus grave, ça peut affecter le fonctionnement de votre corps, on va aller creuser le sujet. Et ce qu'on fait nous avec ce scan plus l'expert, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va contextualiser les résultats du scanner de manière à proposer une analyse qui est juste et qui est regardée au sein du périmètre dans lequel évolue une entreprise. Si elle évolue dans un périmètre, par exemple, qui n'est pas connecté à Internet du tout, on a eu un cas parmi nos clients, ce qui est un périmètre complètement fermé, en fait, les problématiques de cybersécurité qui sont très importantes dans la majorité des cas, c'est des vulnérabilités cyber, ça fait chuter le score de performance. Dans le cas de ce client-là, elles sont beaucoup moins prégnantes parce qu'en fait, on opère dans un vase clos, ce que le scan, lui, n'est pas capable de repérer. Donc voilà, donc l'analogie RM, elle a tout son sens pour ces raisons-là. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous sur ce cas spécifique, c'est un peu les éléments qu'on regarde et pourquoi ce sont des choses importantes. Donc, si vous vous êtes amené ou si vous vous posez des questions sur la performance de votre logiciel et vous dites « il faudrait que je fasse une due diligence technologique », ne serait-ce que quand vous allez chercher des fournisseurs, c'est important de savoir ce qu'il faut auditer. Donc, nous, on a réparti cet audit en 4 grands pôles que vous voyez là sur ce slide. Premier pôle, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc, propriété intellectuelle, en fait, on a le deuxième pôle qui est licence open source, ça rentre un peu sous ce cadre-là. Mais avant même de parler des licences, en fait, on regarde déjà si le logiciel est protégé. Donc, est-ce que l'entreprise a fait une démarche active pour protéger son droit d'auteur? Vous savez tous certainement que le code source d'un logiciel, en fait, il est protégé par le droit d'auteur, ce qui veut dire de façon schématique que vous n'êtes pas obligé de faire une démarche pour en avoir la titularité. Les choses se compliquent quand il y a 2 personnes qui revendiquent être l'auteur d'un même code source, d'un même logiciel qui aurait des codes sources très similaires. Il y a fort à penser que l'un a contrefait l'autre. En revanche, il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut pouvoir apporter une preuve de datage. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Je sais qu'à l'APP, vous proposez des solutions de dépôt qui ont exactement cet objectif-là. C'est de proposer une date certaine liée à une création de logiciels de code source, qui s'étend d'ailleurs, si j'ai bien compris, à toutes vos créations numériques, mais qui est un élément qu'on va auditer, nous, dans la tech due deal, c'est un peu la base. Est-ce que vous avez mis de votre côté toutes les chances de pouvoir protéger vos droits de propriété sur ce logiciel en cas d'attaque? Deuxième point qu'on regarde, c'est tout ce qui est licence open source. Alors, je ne vais pas le développer parce que j'en ai parlé dans le cas d'avant. Mais voilà, on a bien compris qu'il y a des risques énormes, des risques de réputation, des risques financiers qui sont associés à une mauvaise gestion des licences open source. Et donc, quand on est dans le cadre d'un private equity, dont l'objectif est de maîtriser son risque, c'est vraiment un composant important qu'il faut pouvoir regarder. Et ça, soit on fait confiance à l'entreprise qu'on souhaite acheter et à la manière dont elle a géré et répertorié ses open source, soit si on veut être sûr, on va plutôt aller regarder avec le scan ce qui se passe dans le dur du code. Troisième pôle, donc bien évidemment, on va regarder tout ce qui est vulnérabilité du code, notamment lié à la cybersécurité. Donc ça, c'était extrêmement important pour notre private equity dans le cadre de la start-up dans laquelle ils investissaient, parce que on sait que c'est un peu le sujet de préoccupation principal. À partir du moment où on parle de tech, il y a cette menace qui est là comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde.
C'est une petite structure dans laquelle ils ont investi, mais ils voulaient quand même s'assurer qu'ils avaient mis en place les basiques en termes de cybersécurité, donc en termes de gouvernance, est-ce qu'il y a une politique de cybersécurité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la gère, qui l'implémente, qui la met à jour, est-ce que tout le monde au sein de l'entreprise est formé? Je reviendrai un peu plus en détail sur ce que j'appelle les basiques, mais voilà, ils avaient besoin de s'assurer de ça, et puis de s'assurer aussi que la structure avait mis en place, en tout cas qu'elle avait un code à jour de tous les correctifs liés aux vulnérabilités connues à date en matière de cybersécurité. C'est parti pareil d'un basique, hein, une entreprise qui est bien gérée en termes de cyber, elle fait ses correctifs. Elle a d'abord un système de notification ou d'alerte, et ensuite, ce sont des correctifs qui sont mis en place dès qu'ils apparaissent, de manière à cadrer, à limiter au maximum les risques d'intrusion. Dernier point qu'on regarde, c'est la scalabilité. Alors, il y en a plusieurs termes, l'évolutivité et la maintenabilité du logiciel. Et ça, en fait, c'est plutôt autant les trois autres briques vont aller auditer ce qui se passe à un instant T. Donc, c'est aujourd'hui, tel qu'est conçu le code source qu'on nous a donné à analyser, voilà ce qu'on identifie comme vulnérabilité. La scalabilité, alors c'est aussi à un instant T, mais en fait, ça regarde, et je vous montrerai quelques exemples dans un des prochains cas, ce qui s'est passé, la manière dont le code a été construit, développé, et quel type de langage est utilisé, par exemple. Est-ce que c'est un langage qui est récent ou pas? Ça va avoir une implication sur la facilité ou non à trouver des développeurs pour continuer à l'entretenir dans le temps. Est-ce qu'il y a des éléments en dur dans le code qui vont empêcher la scalabilité? Alors, je dis quelque chose comme exemple, qui serait hyper grossier, mais les mots de passe seraient codés en dur, et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau client, il faudrait qu'il y ait quelqu'un du back-office qui vienne mettre à jour ses mots de passe à la main. Ce cas-là n'arrive pas, mais c'est une manière simple de comprendre ce qu'on entend par scalabilité. Et donc, en fait, de la même manière, selon le code, l'analyse du code va permettre de mettre en exergue tous ces éléments de scalabilité pour dire, ah, là, en fait, tel qu'est construit le code, vous allez avoir du mal à scaler, à intégrer un afflux de clients sans avoir à recoder ou à modifier votre logiciel. Donc, pour en revenir à notre private equity, en fait, eux, ils étaient intéressés du coup par une full tech due diligence. Et en fait, le rapport qu'on leur a produit leur a permis d'identifier un certain nombre de vulnérabilités. Alors, on était plutôt dans les problématiques open source dans ce cas précis. Et en fait, ça leur a donné des billes pour négocier le prix d'achat, malheureusement à la baisse dans ce cas précis, mais c'était exactement bien le type de commentaires et de conclusions recherchées par le private equity. Et après, qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises? Vont-elles aussi mener cet audit? Alors, même si, en tout cas, l'audit full tech ou tech due diligence, le vrai audit de tech approfondi qui va aller auditer les 4 pôles dont je viens vous parler, c'est quand même plutôt une démarche d'investisseur. Ceci dit, effectivement, ça rebondit sur mon 3e cas, donc qui est le cas là, voilà, qui s'affiche, une start-up qui va chercher à lever des fonds. Alors, on en a un petit peu moins, mais on commence à en avoir de plus en plus dans notre portefeuille. Et ça surfe aussi sur plusieurs choses. D'abord, un contexte pour les startups un peu concurrentiel. Il y a beaucoup de startups. On sait que c'est un écosystème aujourd'hui à part entière. Et tout le principe de cet écosystème-là, c'est justement de grandir via de la levée de fonds. Donc, il y a beaucoup de startups sur le marché. Même s'il y a beaucoup de capitaux, il y a quand même une concurrence qui s'établit. Et en fait, les startups ont besoin de se différencier les unes par rapport aux autres. En tout cas, c'était l'approche, on va dire, la manière dont voulait se marketer la startup qui est venue nous voir. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir dire, regardez, d'un point de vue cyber notamment, on est solide, on est robuste, et pouvoir proposer une manière simple de le mettre en avant en ayant recours à un tiers reconnu qui va pouvoir leur apporter, si ce n'est une certification, en tout cas des éléments factuels, tangibles, qui pourront rassurer l'investisseur sur la résilience cyber de la start-up lors de sa levée de fonds. Il faut savoir, donc cette start-up, elle était en levée de fonds série A, et dans ce genre de contexte, un investisseur, il ne cherche plus seulement une bonne idée, il est vraiment à la recherche, oui, d'une bonne idée, il faut qu'il croie dans le projet, mais aussi, il va investir dans des structures qui ont déjà fait leurs preuves, donc qui leur laissent entrevoir des perspectives de prospérité et de rentabilité. Mais voilà, il y a des éléments factuels autour de ça, et on va dire la robustesse et la cyber-résilience
est une bille de plus à l'argumentaire de la start-up pour pouvoir prouver cette robustesse et cette rentabilité. Donc, en fait, on a travaillé un peu plus en profondeur sur les besoins de la start-up avant de leur proposer une solution. De notre côté, on a trouvé que la démarche était plutôt prudente. Pourquoi est-ce que je dis prudente? Parce que, encore pour citer quelques chiffres affolants sur la cybersécurité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les derniers chiffres que moi j'ai en tête, c'est une cyberattaque toutes les 11 secondes dans le monde. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que là, sur la durée, je n'ai pas fait le calcul, mais il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui auront vécu une cyberattaque. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que la question, ce n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on sera cyberattaqué, mais c'est plutôt quand est-ce que ça va arriver. Et ça veut dire que c'est une sorte de fatalité. Alors, on n'aime pas trop réfléchir comme ça, mais il y a un élément de fatalité lié aujourd'hui aux cybermenaces qui font qu'on a tout intérêt à être préparé. Et c'était vraiment ce qu'avait cette start-up dans l'arrière de sa tête quand elle est venue nous voir en disant moi, je vais montrer que je suis prêt. Enfin, en tout cas, j'espère que je suis prêt. J'aimerais que vous me fassiez un état des lieux. Et en quoi consiste une évaluation de cybersécurité, en fait? Eh bien, alors, en fait, on a, de la même manière que sur l'audit cyber, on a, c'est selon les besoins de la structure, on va avoir une proposition de solution à la carte. Dans le cadre de cette start-up, puisqu'on parle d'elle plus précisément, ce qui était important, c'est une petite structure. Donc, ils avaient mis en place des éléments de cybersécurité. Ils voulaient juste s'assurer qu'ils étaient en quelque sorte aux normes. Et donc, on a travaillé avec eux surtout sur on va dire la partie questionnaire auto-évaluation, enfin c'est la proposition qu'on leur a faite, parce que c'est ce qui permettait, dans un temps relativement court, quasi instantané en fait, parce qu'une fois que vous avez rempli vos questionnaires, on génère un rapport dans le quart d'heure qui suit, et qui permettait en fait d'aller analyser la résilience organisationnelle de la structure, valider qu'ils avaient bien, on va dire, répondu aux basiques en termes d'hygiène cyber, et c'est vraiment ça qu'il fallait apporter comme preuve à ce stade-là, on va dire, de l'exploration et de leur process de levée de fonds à un investisseur potentiel. Donc, précisément, voilà, c'est ce qu'on voit sur le… Donc là, je vais juste mis une petite illustration pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est… Alors, ce n'est pas cette entreprise-là, parce que c'est confidentiel, mais le type de rapport, en fait, qu'on produit dans ce cas précis. C'est un rapport qui est disponible sur la plateforme, que vous pouvez aussi télécharger, en fait, qui va vous proposer un scoring. Vous voyez, vous avez une note à gauche de scoring global, et puis après, on décompose, on mesure, et, on évalue la cybersécurité, sa politique mise en place, par rapport à des standards industrie et par rapport aussi industrie et puis des standards normes réglementaires. Donc, c'est ça que vous voyez dans les trois petits cercles qu'on trouve en haut. Donc, de manière pareille, un peu pour vous donner quelques bonnes pratiques, quelques tips sur ce qu'il faut regarder si vous vous trouvez dans cette situation-là, que vous n'avez pas forcément envie de passer par un prestataire pour faire cet audit. Il y a 5 ou 6 éléments qu'il faut quand même, c'est des questions que vous pouvez vous poser vous pour savoir si vous avez déjà posé les bases. La première, c'est est-ce que vous avez une stratégie de cybersécurité écrite? Ça paraît trivial, mais en fait, tout le monde ne l'a pas. En fait, l'écrire, c'est déjà la première pierre de sa cyberstratégie. On dit ce qu'on va faire, on l'a pensé, on l'a dit. Et ensuite, vous devez nommer une personne qui, bien sûr, un RSSI, qui va être en charge de l'implémenter de façon, a priori, qui a été impliquée dans la rédaction de cette stratégie, mais surtout qui est en charge de l'implémenter, qui est en charge de la mettre à jour, et qui est aussi en charge de reporter ou de faire un reporting sur ses performances. C'est-à-dire qu'il a un devoir de veille obligatoire pour que justement la politique soit mise à jour et ait besoin d'être renouvelée si jamais il y a de nouvelles données qui apparaissent, une évolution de la réglementation. L'autre élément fondamental, c'est de s'assurer que tout le monde en interne est formé. Donc nous, chez Voltinum, par exemple, on est formé régulièrement aux problématiques de cybersécurité et on est aussi testé régulièrement, par surprise, par notre RSSI pour savoir si on a bien intégré les bonnes pratiques et si on ne fait pas de bêtises. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place de manière régulière. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, 90% des attaques de cybersécurité aujourd'hui viennent de l'humain et beaucoup des employés qui vont répondre à un mail de phishing qui a été bien conçu. Et en fait, pouf, c'est vraiment
nous sommes, nous humains, le maillon faible d'une politique de cybersécurité. Et puis aussi, il y a un travail à faire sur l'identification de vos données les plus sensibles. Et ces données-là, il est préférable qu'elles soient chiffrées et que vous ayez par ailleurs mis en place un plan de recouvrement de ces données en cas d'attaque. Voilà, c'est un peu schématique, mais comme l'idée, c'est plutôt de vous présenter des cas et de vous donner un peu la sorte de checklist simplifiée de ces différents cas. Je vais m'arrêter sur ce cas-là à ce niveau-là et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Juste une question, quel était le verdict pour cette société? Alors, donc cette entreprise-là, oui, c'était une start-up. C'est pas, je me disais à un moment donné, mais le slide que j'ai mis, l'image, c'est pas la sienne. Globalement, l'entreprise était plutôt bien informée et bien au fait on va dire, des bonnes pratiques. Donc, de ce point de vue-là, ils avaient plutôt bien mis en place tout ce qu'il fallait en termes de cyberhygiène. Donc, plutôt positif. Ils ont eu un score, je pense, qui dépassait les benchmarks industrie. Alors, je ne sais plus quel était le score, mais voilà, qui leur a permis, eux, je ne sais pas comment ils l'ont utilisé, si ça a été un point, on va dire, fondamental de leur pitch, mais en tout cas, pour le coup, ils avaient bien fait leur travail de préparation et ils étaient plutôt bien organisés et ils répondaient plutôt bien aux normes requises pour pouvoir dire qu'ils ont mis en place les règles d'hygiène de base en termes de cybersécurité. Donc voilà, pour notre cas numéro 3, pardon, je vais un petit peu vite. Ah, on est toutes les deux à cliquer, donc en fait… Ouais, pardon, je passais au cas 4. Donc notre quatrième cas, alors c'est un cas qu'on a assez peu rencontré, mais qu'on a trouvé intéressante et que je trouve intéressante de partager avec vous. C'est un directeur technique d'une solution de logiciel, enfin d'une société, d'un éditeur de logiciels, qui en fait est venu nous voir parce qu'il voulait évaluer, on va dire, la qualité, faire un état des lieux de la qualité, mais surtout de la scalabilité de leur logiciel. Alors, quelle était la situation? Alors, pourquoi je dis que la situation est moins fréquente? De mon point de vue, c'est surtout parce qu'on n'est pas… ce type de démarche-là, elle dépend vraiment de la volonté de l'entreprise. Il n'y a rien qui lui impose de le faire. Ce qui n'est pas le cas dans les cas précédents que j'ai pu évoquer. On est dans le cas d'une vente ou d'un achat, d'une levée de fonds, d'un investissement. Et c'est un élément déclencheur au cours duquel on se dit où est-ce qu'on en est? Est-ce que je fais bien d'investir ou est-ce que je suis prête à vendre, sachant qu'il va y avoir un audit de ma tech? Est-ce que j'ai bien tout mis en place? Est-ce que je me vends dans les meilleures conditions? Là, dans ce cas-là, notre entreprise, une petite entreprise de Legal Tech, qui a connu au cours des dernières années une croissance fulgurante. Donc, gros succès du produit proposé, des revenus pour embaucher des nouveaux développeurs, ce qui permet derrière de proposer des nouvelles features et donc de nourrir la croissance. Donc, on est une entreprise qui a connu une croissance fulgurante et surtout qui se projette sur les années à venir en se disant cette croissance-là, pense-t-il, va continuer. Et ils étaient arrivés à un moment de leur développement. L'équipe a grossi très, très vite. Ils se sont dit, est-ce qu'on a bien tout mis en place pour s'assurer que on pourra absorber l'afflux continu de nouveaux clients sans remettre en cause ni la fonctionnalité de notre offre logicielle, ni sa rapidité d'exécution, surtout d'éviter qu'elle va cracher. Donc, pour cette entreprise-là, c'était un projet de longue haleine. Encore une fois, nos solutions, en fait, vous l'avez vu, parce qu'elles sont assez décomposées et à la carte, elles peuvent s'adapter à un timing contraint, à un budget contraint et un niveau surtout d'audit et d'analyse plus ou moins approfondi selon les besoins et l'utilisation que vous souhaitez faire de cet audit du risque technologique. Donc, encore une fois, nous, on a trouvé que c'était une approche pas très courante, mais une approche extrêmement prudente, qui était d'ailleurs stimulée et déclenchée par le board lui-même. Donc, c'est un projet vraiment qui a été placé au niveau stratégique, au niveau des produits stratégiques de l'entreprise. Donc, pour eux, en fait, on a mis en place, parce que c'était tellement important, quasiment une tech due diligence, un peu comme celle qu'on a fait pour le private equity. Donc ça, j'ai déjà expliqué un peu les éléments qui devaient être audités. En revanche, il y a un point qui me paraît intéressant de partager avec vous maintenant, parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Comme leur problématique principale, c'était la scalabilité.
Bon, ils voulaient aussi vérifier que d'un point de vue cybersécurité, ils avaient bien tout fait ce qu'il fallait, qu'il n'y avait pas de risque d'open source. Mais ils se sont... Ah, vous ne me voyez plus? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais votre image n'est pas là. Ah, je suis figée ou je suis... Parce que moi, Non, je me vois bouger. tout est noir. Ouais. Ah, Je tout vois est noir. question. Alors, attends, je vais éteindre et rallumer ma... Il faut que j'essaie d'actualiser la page en espérant que ça ne me déconnecte pas. Non, mais on voit sur les chats qui... c'est pour moi. Ouais. Pour les gens... Oui. Bon, mais maintenant, elle est déconnectée. On attend quelques secondes. Vous me voyez? Voilà. Oui. Maintenant, oui. I am back. Et apparemment, c'était pour nous, mais les gens, vous voyez. D'accord. Bon, excusez-moi. Pardon. Que disais-je? Oui, donc notre entreprise, donc ce que je mets là, elle est dans un contexte de croissance exponentielle avec des vraies questions sur ce qu'ils ont bien fait en termes de scalabilité, en termes d'open source. Pour le coup, c'était hyper bien géré de leur côté. Mais en fait, voilà, d'un point de vue, j'appelle ça scalabilité, est-ce qu'on est capable de le projeter dans le temps et sans risquer le crash, sans nous retrouver en défaut de maintenabilité, mais surtout d'absorber un nombre croissant de clients sans risque. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, plutôt que de reparler de la cybersécurité, on en a parlé, c'était un peu les mêmes analyses qu'on faisait, mais je voulais partager avec vous des learnings ou le genre d'informations que peut proposer notre outil Voltinum quand on est dans cette analyse-là et de se dire comment est-ce que je peux me projeter sur le long terme avec mon logiciel. En fait, l'analyse de code va vous générer un certain nombre d'analyses de ce type. Donc, c'est outre le fait que je trouve ça très joli. En fait, ce que ça va étudier, ça étudie ce que j'appelle la culture de développement. C'est-à-dire, ça va aller au-delà de l'analyse à un instant T de votre code source, mais se dire en fait, comment est-ce que ce logiciel a été construit dans le temps et est-ce qu'il y a des risques liés à la manière dont travaille l'équipe, au process de développement et de test, etc., que l'analyse du code source peut montrer, parce qu'en fait, on sait qui travaille sur quoi, on est capable de savoir quels sont les développeurs qui ont contribué à quel type de briques du logiciel. Et à partir de là, on identifie des risques humains, des risques liés à la gestion de l'équipe qui, voilà, dans un contexte de scalabilité, d'entreprise qui a grossi extrêmement vite, avec un nombre de développeurs, une équipe développeurs qui a elle-même grossi très rapidement, apporter un certain nombre d'éléments de lecture et d'analyse du risque qui peut vous intéresser. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, ce tableau-là, il va vous montrer le nombre de développeurs par langage informatique. Pour comprendre le tableau, en rouge, ce sont les développeurs qui ne travaillent plus dans l'entreprise. Et donc, ce que vous voyez là, par exemple, en haut, alors je ne sais plus quel est j'arrive pas à lire en fait, quel est le langage que vous trouvez tout en haut à droite, mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à part ce développeur-là, il y a assez peu d'autres développeurs qui ont contribué et qui maîtrisent surtout ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce langage-là, il fait partie des langages utilisés dans le développement du logiciel, qu'il y a un risque qu'il n'y ait plus personne qui le maîtrise. Donc, il y a un problème de redondance et de partage des connaissances au sein de l'entreprise. Ce qui est moins le cas, en l'occurrence, dans cet exemple-là, il y a rarement plus de 2 personnes qui travaillent sur un même langage. Alors, on n'est pas dans on est dans une plus petite structure que celle qui a été analysée. Pareil, pour des raisons de confidentialité, je ne peux bien sûr pas exposer les résultats de l'audit qu'on a mené. Mais c'est un élément intéressant, en tout cas, que notre directeur technique a trouvé extrêmement enrichissant pour lui permettre de comprendre comment il travaillait et de faire le point sur ce qu'il devait améliorer au-delà, on va dire, des aspects purement techniques, mais sur la manière dont il travaillait ses développeurs. Ça, c'est un peu le même dessin, le même design, sauf que là, ça vous montre par projet. Là, c'est une entreprise qui a plusieurs projets de développement en parallèle au sein de l'entreprise. Combien de développeurs travaillent sur un projet? Donc là, c'est pareil. Vous allez voir que celui qui est en haut, en rouge, là, en fait, il est parti et en plus, il travaillait beaucoup, quasiment tout seul sur ce projet-là. Donc ensuite, tout va reposer sur la personne qui est en jaune au-dessous.
De la même manière, on regarde comment, au fil du temps, sont venus s'incrémenter les langages dans le développement d'un projet. Vous voyez qu'il y a, ça c'est du Java, enfin, il y a un gros paquet du langage utilisé qui reste encore du Java, mais il y a d'autres langages qui commencent à apparaître. Et ça apprend moins, c'est moins une question de savoir quels sont, qui maîtrise quoi au sein de l'entreprise, mais plutôt essayer de comprendre si l'entreprise a un peu attrapé la balle au bon. Vous savez qu'il y a beaucoup de langages de code différents, que ces langages évoluent, qu'il y a une sorte de mode, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, certains ont le vent en poupe et puis après, ils sont remplacés par d'autres. Et donc, c'est important, on voit très vite visuellement avec ce genre de graphique, si en fait l'entreprise a un peu pris le tournant technologique, c'est si elle est capable d'intégrer dans ses développements des techniques et des technologies plus récentes. Et puis, dernier point, alors il y en a d'autres, mais j'ai gardé que cela. Là, ce que ça vous montre, c'est par mois, dans tout ce qui a été développé, le pourcentage de tests qui est réalisé. Alors, vous voyez, le test, c'est la petite ligne bleue qu'on voit tout en haut. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, en termes de bonnes pratiques, tout de suite, on voit qu'on n'est pas tout à fait au niveau et que, pour le coup, c'est assez facile pour l'entreprise de le corriger. C'est juste un process à mettre en place dans les habitudes de travail. Il faut qu'ils testent beaucoup plus leur release avant de les mettre sur le marché. Voilà, donc c'est une analyse un peu différente de la cybersécurité, mais qui, en tout cas pour le cas de notre directeur technique, a été extrêmement utile parce que très vite, ils ont pu derrière réorganiser le travail, s'assurer qu'il y avait un plus grand nombre de développeurs qui étaient répartis sur chacun des projets, de manière à faire du transfert de compétences et s'assurer que l'arrivée surtout le départ de certains développeurs n'aurait pas d'impact sur la manière dont ils pouvaient continuer à gérer et développer leur logiciel sur les années à venir. Ce qui m'amène à mon dernier cas. Donc, dernier cas qu'on a rencontré aussi, pareil, moins souvent que des private equity. C'est le cas d'un responsable des achats qui souhaite évaluer ses fournisseurs de logiciels selon des critères, il veut pouvoir les comparer, les analyser selon des critères standardisés, des critères de bonne pratique en matière de cybersécurité et d'environnement. L'objectif de notre client, là, c'était une entreprise de la medtech, du médical, qui, en fait, elle-même est éditrice de logiciels, mais surtout, elle utilise aussi énormément de logiciels dans son entreprise pour l'aider à sa gestion quotidienne, qui avait deux préoccupations. La première, c'est s'assurer que tous ces fournisseurs sont conformes aux bonnes pratiques de cybersécurité. Je vais vous expliquer pourquoi c'était vraiment important pour le cas de ce client-là. La deuxième, les aider à décider lors d'un appel d'offres entre 2 ou 3 fournisseurs de logiciels en shortlist. En fait, c'est un critère objectif de choix, celui qui est plus compliant d'un point de vue cybersécurité. Donc, l'enjeu de cybersécurité pour cette entreprise-là était devenu hyper stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que medtech, ils hébergent des données sensibles et personnelles qui, on le sait, sont régies par le RGPD. Et en fait, il y a un étroit lien entre la RGPD et la cybersécurité. Alors, je vais faire une petite digression là-dessus pour expliquer un petit peu plus en quoi ce lien est important et en quoi c'était un enjeu pour notre entreprise. Donc, petit zoom sur, on va dire, les 3 grandes raisons pour lesquelles vous pouvez être cyberattaqué. La plus simple, la plus évidente, la plus commune, c'est le ransomware. Donc, vous êtes des hackers qui pénètrent dans vos systèmes, qui les bloquent et qui vous demandent une rançon en échange. Ils vont s'infiltrer via le maillon le plus faible, je le disais. En général, c'est l'humain. 90% des failles sont liées à une erreur humaine. La seconde raison de cyberattaque, c'est la déstabilisation de l'entreprise. Puisqu'en fait, en rentrant, en général, ils vont empêcher l'entreprise d'avoir accès à ces outils de gestion quotidienne. Et en fait, ils vont certainement demander une rançon, mais ce qui va stimuler aussi le paiement de la rançon, c'est que l'arrêt d'une activité pour une entreprise, ça peut nous coûter beaucoup plus cher que la rançon. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, le coût de l'arrêt de l'activité était jusqu'à 100 fois supérieur au coût de la rançon en elle-même. Donc, il y a un cas connu qui a eu lieu en 2017, pour mettre quelques chiffres derrière ça, mais c'est les entreprises de transport maritime Maersk qui ont été cyberattaquées.
le système, les hackers ont gelé en fait leur accès à toute leur logistique pour gérer les fret, les transports, etc. Ça a été bloqué pendant 2 semaines et ça leur a coûté 300 millions de dollars. Donc, c'est une somme colossale. Je ne sais pas de combien était la rançon, mais ce n'était pas de ce niveau-là. Et quand on est une grosse structure, certaines ont des cyberassurances, ils ont une assise financière qui leur permettent de s'en relever. Quand on est une PME, dans 60% des cas, les PME ne s'en relèvent pas. Quand elles sont cyberattaquées, elles mettent la clé sous la porte, sachant qu'il y a quasiment la moitié des cyberattaques qui visent des PME, souvent parce qu'elles sont plus faibles. Leur cybersécurité est moins bien ficelée, il y a plus de failles, et donc c'est des cibles, des proies plus faciles pour les hackers. Ce qui m'amène à mon 3e point. Donc, 3e objectif ou impact d'une attaque en cybersécurité, c'est le vol de données. Donc, vol de données, il y a beaucoup de choses qu'on peut englober là-dedans. Il y a des vols d'éléments de propriété intellectuelle, il y a vol de code source, puis il y a les vols de données, les vols de données personnelles qui justement sont régis par le RGPD. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de vol de données, le risque encouru par l'entreprise est accru par rapport à un vol d'éléments de propriété intellectuelle, parce qu'il y a une dimension légale qui vient se surajouter, qui est que s'il s'avère que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en termes de bonnes pratiques de cybersécurité, en termes de déclaration à la CNIL en cas de vol de données, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes passible. C'est votre responsabilité pénale qui est en jeu, donc ça rigole pas. D'ailleurs, à ce titre-là, vous avez peut-être eu cette information, mais cette semaine, la CNIL a mis en demeure 15 sites Internet qu'elle jugeait insuffisamment sécurisés. Donc, ce n'est pas encore une amende, mais c'est quelque chose, c'est ce volet cybersécurité, il fait partie de la politique RGPD, qui, on le sait, a des conséquences lourdes en cas d'infraction. Et voilà, et la CNIL regarde de façon précise ce qui se passe en termes de sécurité. Preuve en est cette mise en demeure qui est apparue cette semaine. Donc, si j'en reviens à ma MedTech, en fait, nous, ce qu'on leur a proposé, c'est d'opter pour en fait, un scan, de proposer en fait, à leurs fournisseurs potentiels. Pour l'instant, ils se sont surtout attachés à demander à tous les prétendants à un appel d'offres, dans le cadre de l'appel d'offres, de venir sur la plateforme Voltinum, remplir les questionnaires liés à la cybersécurité et en fait, intégrer leur scoring dans leur appel d'offres, sachant que le client, de toute façon, lui, a accès à ces éléments de scoring. Donc, en fait, de la même manière que sur le cas de ma startup, par exemple, vous accédez à la plateforme, vous remplissez les questionnaires, ça vous délivre un rapport, une note de performance contextualisée par rapport à votre industrie et par rapport à la taille de la société, et puis un rapport de performance qui pouvait être vu dans ce cas-là aussi bien par les fournisseurs que par le client potentiel. C'est ça. Donc, en fait, ça répondait complètement à cette demande de notre MedTech d'avoir… En fait, ils ont un panel, ils ont un panorama de toutes leurs entreprises qui peuvent auditer sur la plateforme, enfin, qui peuvent auditer sur la plateforme et pour lesquels ils peuvent voir des scores qui sont comparables les uns avec les autres. Donc, c'est pour eux une manière simplifiée d'évaluer la performance cyber de leur entreprise partenaire ou fournisseur, de manière à s'assurer qu'il n'y a pas de risque sur leur propre sécurité, sur leur propre gestion cybersécurité RGPD. Voilà. Et en fait, de la même manière, si vous vous dites « Ah, c'est intéressant, mais je n'ai pas forcément envie de demander à tous mes fournisseurs d'aller sur la plateforme ou sur une plateforme pour s'auto-auditer », il y a quand même un certain nombre de choses que vous devez vérifier quand vous travaillez avec des prestataires dont les systèmes sont connectés aux vôtres. La première, c'est vous assurer que ce fournisseur n'a pas des casseroles, donc il n'a pas une mauvaise réputation en termes de cybersécurité. Et ça peut être tout simplement des questions à poser ou leur demander de s'engager ou de le déclarer par écrit. Ça vaudra toujours un engagement, mieux que de ne pas poser la question. De vérifier qu'ils s'opèrent des scans de vulnérabilité d'une façon ou d'une autre, mais qu'en tout cas, ils se sont pris l'habitude de faire des checks. Vous assurez que vous signez un NDA avec vos fournisseurs pour éviter des problèmes de divulgation de données en cas d'attaque. De demander à vos fournisseurs s'ils ont bien vérifié le passif de leurs employés et surtout le passif des consultants externes ou temporaires qui peuvent être amenés à travailler dans la structure. Et puis de s'assurer qu'ils ont mis en place les basiques de la cybersécurité tels que je vous ai exposé il y a 2 cas. Donc, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu simplifié, mais c'est vraiment…
En tout cas, les premiers éléments sur lesquels il faut s'interroger, c'est bien cela. Et surtout bien avoir en tête que votre chaîne, la robustesse de votre chaîne, elle n'est aussi robuste que, elle est toute dépendante du maillon le plus faible de votre chaîne logistique. Donc, si vous pluguez vous connectez un éditeur de logiciel qui a d'énormes failles et que vous ne vous en rendez pas compte, en fait, vous faites porter le risque sur l'intégralité de votre chaîne logistique. Et dans le cadre de notre entreprise médicale, il était hors de question qu'il y ait la moindre faille, étant donné la sensibilité des données qu'ils hébergent. Alors, si vous pouvez revenir sur un point que vous avez mentionné rapidement, c'était juste une question de préoccupation au protocole de l'environnement, c'est ça? Qui était une préoccupation du client? Oui, alors c'est vrai, je l'ai dit, je n'en ai pas parlé. Alors c'est un autre, c'était moins prioritaire et je suis consciente du temps qui passe, j'ai un peu débordé. Ouais. Mais en fait, en parallèle de sa gestion du risque cyber, cette entreprise a aussi mis en place, s'est engagée à réduire ses émissions carbone et comme vous le savez, quand vous commencez à mettre en place une politique RSE, en fait, c'est pareil, il faut considérer l'intégralité de la chaîne logistique. Donc, c'était un peu la même démarche de dire comment est-ce que j'évalue tous mes fournisseurs. Et là, ce n'est pas que des éditeurs de logiciels, pour m'assurer qu'ils répondent aux normes et aux critères que j'ai établis moi. Et en fait, Voltinum récemment a lancé, alors en fait, on propose ça à tout notre écosystème d'intervenants, de parties prenantes de la tech, qui sont les acteurs principaux avec lesquels travaille Voltinum. Mais un peu de la même manière que pour la cybersécurité, il est possible de mesurer sa performance environnementale au moyen d'un questionnaire auto-évalué sur la plateforme qui va vous délivrer un score de performance. Et en fait, en auditant tous ces fournisseurs, en fait, on leur a donné un package avec les 2 propositions, ce qui leur a permis d'avoir vraiment un dashboard avec tous les fournisseurs, leurs performances et de les comparer de manière harmonisée et d'égal à égal. Voilà. Rapidement, j'en ai pour une demi-seconde parce que je n'ai déjà bien parlé, mais voilà. L'idée, c'était d'exposer un peu la manière dont, au travers de cas concrets, dont Voltinum peut vous aider à gérer et auditer le risque technologique. Et en fait, on propose une solution qui, on va dire en 3 parties, mais qui peut se prendre à la carte, qui consiste à, d'une part, remplir et s'auto-évaluer au travers de questionnaires qui sont en ligne sur la plateforme, qui vont générer un score automatique qui est contextualisé en fonction de l'industrie, en fonction de la taille d'entreprise. Et vous pouvez auditer la propriété intellectuelle, les risques liés aux utilisations d'open source et de licences tierces, tout ce qui a trait au développement logiciel. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lui adjoindre un scan du code source qui, lui, vraiment va aller plonger au cœur du code source pour identifier tout ce qui est invisible à l'œil nu ou tout ce qui n'aurait pas été déclaré ou pour valider la cohérence des réponses des deux structures. Tout ça étant ensuite contextualisé et revu par un expert qui va à la fois expliquer et décrypter certaines parties peut-être un peu techniques, ça dépend un peu de notre auditoire, et surtout le contextualiser, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fonction de l'entreprise, de son périmètre, est-ce qu'elle est connectée, pas connectée, est-ce qu'elle a déjà certains éléments qui ont été identifiés, qui sont dans la roadmap, le scoring et les conclusions seront un peu différentes. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur Voltinum. Je vais... du coup, Bruna, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas trop regardé. En fait, oui, on a quelques questions. Je peux vous poser dans le volet questions. Est-ce que le scan des codes sources, afin de savoir si Brick en open source dans un logiciel est susceptible d'être une prestation effectuée de manière isolée par votre entreprise? Oui. Oui. Tout à fait. Pour être... oui, on peut proposer... du coup, ce serait... ça tomberait en quelque sorte sous la partie audit pays. C'est un point dont on peut discuter. Il faudrait que vous nous contactiez. Après, le scan, on va pas proposer juste le scan et le rapport. On pourra en reparler, mais parce que ça vient forcément avec une analyse. Mais après, ça s'adapte aussi en fonction de vos besoins et de vos questions. On opère pas mal à la carte sur des questions un peu particulières. Donc oui, en tout cas, il y a complètement possibilité d'en discuter et de s'adapter à vos besoins.
OK. Marine, je suis désolée, mais aujourd'hui, on est un peu serré dans le temps. Il faut qu'on C'est termine moi qui maintenant ai à pris 16 beaucoup heures. de temps. Je Oh, suis oh, désolée. ouais, on a reçu quelques questions aussi de Bertrand Auger, mais je vous propose de lui contacter directement après le webinaire. Ouais, je Et vois qu'il y en a plusieurs. Surtout que je comprends pas tellement la question, et peut-être parce que c'est plutôt une question pour nos DSI. Mais Bertrand, je vois que vous avez posé 2 questions. Si vous voulez, je vous recontacterai. Parce qu'on aura votre contact, je vous enverrai un petit message pour préciser vos questions et pour y répondre. Bah, du coup, en dehors du webinaire, je suis désolée, je me suis un peu étendue, mais avec grand plaisir. non, pas du tout, Marine. Merci beaucoup pour votre participation. C'était super intéressant. Et bon, j'espère qu'on se verra bientôt. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. Très bon après-midi. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.